Nous allons à présent nous pencher sur une nouvelle question. Vous le savez, ici à Paris-Saclay, mais aussi en France et dans toute l'Europe, les grandes universités et les centres de recherche désirent s'imposer sur la scène internationale. Mais est-ce qu'on peut, nous, vraiment peser et jouer sur le même terrain face aux mastodontes que sont Israël, les États-Unis ou encore la Chine? Pour en parler, nous avons choisi 3 invités issus d'horizons très différents. Merci de réserver un accueil chaleureux tout d'abord à Ami Appelbaum. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, ex-directeur de l'autorité israélienne en charge de l'innovation. Je vous précise que M. Appelbaum s'exprimera en anglais. Vous avez à votre disposition des casques pour la traduction. À vos côtés, il y a Nicolas Glady, directeur de Télécom Paris. Avec également Olivier Micheli, président de Data 4 Group. Et tout cela sous la houlette de François Miguet, journaliste au Point. Quant à moi, je vous retrouve dans une cinquantaine... On peut l'applaudir, absolument. Je vous retrouve, moi, dans une cinquantaine de minutes pour la place et le temps pour vos questions à nos intervenants. C'est à vous. Bonne table ronde, messieurs. Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à cette table ronde. Alors ici, à Saclay, encore plus qu'ailleurs, certainement en France, on croit beaucoup à la science, on croit à l'innovation, on croit à la technologie. C'est le cas d'ailleurs au Point aussi, où on croit beaucoup à la technologie. Mais pour autant, il se pose ici, comme ailleurs en Europe, cette question lancinante, c'est est-ce que l'Europe est encore aujourd'hui une puissance scientifique et technologique de premier rang, de rang mondial, face à des géants comme les États-Unis, bien sûr, la Chine, des émergents, comme l'Inde aussi. Et donc, c'est cette question qu'on a voulu vous poser à vous trois. Alors, on a une chance exceptionnelle aujourd'hui, c'est d'avoir 3 intervenants qui sont d'une très grande qualité. Et pour commencer cet entretien, moi, je voulais poser la première question au docteur Ami Appelbaum, qui est l'ancien directeur de l'autorité israélienne en charge de l'innovation, et qui nous fait le plaisir de venir ici porter peut-être un regard extérieur, extra-européen, sur cet enjeu. Donc, première question, docteur Appelbaum, selon vous, le système européen de recherche et d'innovation fonctionne-t-il de manière optimale ? Thank you for inviting me. It's great honor to be here and discuss such a critical and important topic. The world is changing so fast today with all the artificial intelligence and the generative artificial intelligence that is changing our life from A to Z. Everything that you are doing today will be different when generative AI will be in place. And the semiconductor industry is the enabler of that. So designing and chip design and the teaching and the science behind it is moving very fast. Also, quantum technology is emerging and running very, very fast and will change completely how we calculate. All of that is based on science. It starts in science. It starts in what you study in the research center, mainly in university. And I have to give credit here to the European Union and to Horizon Europe, that Israel is also part of it. And Horizon Europe is operating, I would say, very, very efficient. In Israel, I was heading the Israel interaction with the European Union regarding the Horizon Europe after the Horizon 2020, and those are functioning very well. I would say even the Americans kind of jealous a little bit on this organization, how it's operating. That said, I think that if we look at numbers, and I look at US and the top 14 countries who are investing in research and development, the European, including Israel, in that, and Great Britain, it's not only the European Union, but also countries that are outside of the European Union, but in Europe, they invest more than 50% of the total amount of research globally. Ce sont ces pays qui investissent à hauteur de 50% de tous les investissements à l'échelle mondiale.
the research Donc, that de is grandes so critical sommes, and ce will qui est bien. create and impact the national Cependant, security of all c'est également countries. une question de Countries sécurité that will nationale manage pour to tous master les pays. Les artificial pays qui vont intelligence and dominer quantum, in my l'intelligence mind, artificielle, will be the next superpower. ce seront les puissances Those du countries futur, who will les not grandes puissances manage du the futur. Et les artificial pays and quantum, qui ne they will be parviendront pas a third à world maîtriser country very ces soon, technologies, in 5 telles que years, aussi maybe les 10. technologies quantiques, So, eh bien, vont the être à la science traîne. and technology are critical for La science et la national security. technologie And those sont countries who essentielles are à la weak, sécurité and we can nationale. see Sans some elles, neighbors les pays out here, s'affaiblissent. to the east of here, Et par exemple, c'est ce qui se passe à l'est de l'Europe, avec l'opposition à la Russie. So, the Ça peut last devenir risqué. point I want to make, Europe is going Autre on point, the research and development very l'Europe strong. donc investit However, grandement dans la and maybe recherche et le we'll développement. discuss it later, Cependant, et nous y the reviendrons plus translation tard, into economy, translation into the en private sector, termes translation into économiques, product, translation into your daily life. pour ce qui est d'appliquer tout ça dans la not vie going well. quotidienne des Européens, ça ne fonctionne Europe pas si is bien que ça. way, L'Europe way behind. est à la In my traîne. mind, in a dangerous, À mon avis, element. But we talk about dangereux. it later. Mais nous pourrons y revenir. Alors, je vais laisser chacun d'entre vous, Monsieur Glady et Monsieur Micheli, répondre à ce que vient de dire le docteur Appelbaum, qui est, je trouve, très intéressant. Il a dit deux choses. Il a dit que les pays qui n'allaient pas être au niveau dans la bataille de l'IA, l'intelligence artificielle et du quantique, allaient devenir des pays de deuxième catégorie, de second rang, hein, et que une vraie guerre se jouait en ce moment. Et il a dit une deuxième chose, c'est que les rapports entre le monde académique, la recherche et l'entreprise sont encore à améliorer en Europe. Peut-être, Monsieur Micheli, vous qui êtes justement le dirigeant d'une grande entreprise de data center, Data4, vous avez un regard sur cette question-là. Alors oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis assez d'accord sur le fait que les deux grandes batailles d'aujourd'hui, c'est effectivement le quantique et l'intelligence artificielle. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'Europe, de mon point de vue, a perdu beaucoup de batailles dans le numérique. On a perdu la bataille des serveurs, on a perdu la bataille des systèmes d'exploitation, on a perdu la bataille du cloud. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas perdu la bataille du quantique et de l'intelligence artificielle. Mais par contre, il faut que l'Europe continue à exister. On a rattrapé notre retard et il est hyper important, très important, que l'Europe soit une place de choix mondiale dans ces deux catégories. Alors quand on regarde le quantique, et je reviendrai peut-être un peu après sur les quelques freins qu'il faudrait aussi lever en Europe, mais quand on regarde le quantique, on a des très belles sociétés, notamment en France, du plateau de Saclay, Quandela, mais aussi Pascal. Mais en fait, quand on les écoute, et pareil dans l'intelligence artificielle, tout le monde a entendu parler de Mistral AI, tout le monde a entendu parler de QTI, d'Aleph Alpha en Allemagne, etc., toutes ces sociétés qui ont levé beaucoup d'argent. Mais en fait, quand on regarde les montants, parce que c'est beaucoup une histoire d'investissement. Et quand on regarde les montants levés, on est très très loin des montants qui sont levés aux États-Unis. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que quand Pascal lève, donc dans l'informatique quantique, 100 millions d'euros, en fait, leur cri d'alarme, c'est de dire « mais moi, il me faut 1 milliard d'euros pour exister ». Quand Mistral AI lève 500 millions, 400 millions, et Aleph Alpha, son pendant en Allemagne, lève 500 millions, un demi-milliard, au même moment aux États-Unis, ils ont déjà levé 26 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que c'est une question d'argent, d'investissement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a ces sociétés qui émergent, avec notamment des fondateurs qui reviennent de des grandes sociétés technologiques américaines et qui ont envie de créer, si vous voulez, ces sociétés émergentes, performantes, européennes. Mais maintenant, il faut être capable de les garder. Et donc, je reviens sur, pour moi, les freins qu'il faut lever, qui sont essentiels. Il faut que le marché européen se repense en tant que marché extrêmement puissant de 450 millions d'habitants et non pas une fragmentation de marché, une collection de pays, mais il faut le voir vraiment comme un marché unique. C'est très important au niveau de la réglementation aussi, il faut revoir cette réglementation pour pas qu'elle tue le risque. Et la réglementation européenne, pour moi, de mon point de vue, est une réglementation qui veut ramener le risque à zéro. Risque zéro égale innovation zéro. Donc ça ne marche pas. Et après, il y a les financements, j'en ai parlé. Il faut être sûr qu'en fait, on alimente ces entreprises pour qu'elles puissent se développer et que ces fondateurs qui sont revenus en Europe
reste en Europe et crée ces champions européens dans l'informatique quantique et dans l'intelligence artificielle. Nicolas Glady, sur cette question, et plus particulièrement en tant que directeur de Télécom Paris, qui est une de nos meilleures écoles d'ingénieurs, peut-être quelques détails sur la façon dont vous interagissez avec le monde des entreprises. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ont dit les personnes qui m'ont précédé, mais du coup, ce que je vais dire, c'est plus de la précision et du contraste par rapport à ce qui a été dit, et peut-être d'abord commencer par un élément un peu de pied de côté. L'argent, c'est pas ça qui fait tourner les serveurs, c'est pas ça qui fait l'IA. L'argent, c'est en fait ce qui sert à payer les hommes et les femmes qui font la tech. Donc en fait, pour moi, on parle beaucoup d'argent et c'est très important, mais en fait, il faut jamais oublier que, en fin de compte, on parle de personnes, de talents, de compétences, de personnes qui sont parfois même géniales, hein, qui vont faire de l'innovation, qu'on veut attirer, qu'on veut garder, à qui on veut donner les moyens de travailler. Donc en fait, pour moi, le vrai sujet, au fin du fin, on parle beaucoup d'argent, c'est surtout les personnes, les talents en particulier. Et donc, en tant que directeur de Télécom Paris, première école d'ingénieurs du numérique en France, on me posait la question, mais aussi membre de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est aujourd'hui haute sur le plateau, qui réunit l'école polytechnique, l'ENSTA, l'ENSEI, Télécom Paris et Télécom Sud Paris. La question des talents, pour nous, c'est absolument clé. Et donc, notre contribution, bien sûr, principale, elle est d'apporter au monde économique et technologique les personnes qui feront la tech, la deep tech de demain. Et je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, le sujet principal, c'est l'IA. Demain, alors... Professeur Appelbaum, Dr Appelbaum est particulièrement optimiste en disant que dans 5, dans 10 ans, on aura un ordinateur quantique. Je l'espère, mais je n'y crois pas beaucoup. Mais en tout cas, pour moi, il est évident que le 21e siècle sera à l'informatique quantique ce que le 20e était à la puissance nucléaire. Les pays qui n'auront pas la maîtrise de la technologie quantique seront au deuxième rang, effectivement, des nations en termes de puissance. Et donc, on parle des personnes. Nous, aujourd'hui, quand on regarde, alors si on regarde en fait dans les faits, l'Institut Polytechnique de Paris a l'ambition d'être le premier acteur pour accompagner les projets de deep tech en Europe. Aujourd'hui, on a parmi les meilleurs étudiants de France, certainement, d'Europe, je le pense. Et si vous allez dans la Silicon Valley, vous allez voir énormément d'ingénieurs de nos écoles, que ce soit de Télécom Paris ou d'ailleurs, parce que ce sont des experts reconnus internationalement sur les sujets. Oui, parce que, précisons, Télécom Paris fait partie de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est l'une des 5 écoles composantes de cet institut qui a vocation à concurrencer, nous n'ayons pas peur des mots, le MIT, le PFL, Stanford, etc. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que je pense, et je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas issu de ces écoles, donc je peux le dire sans qu'on me traite de chauvin, je pense que le modèle de formation des ingénieurs à la française est l'un des meilleurs au monde. Parce que très généraliste, tout en étant spécialiste. À Télécom Paris, par exemple, on va des couches basses aux applications en passant par l'algorithmique, le cloud, l'IA, etc. C'est le bon modèle parce que c'est le modèle qui permet de faire les transformations de l'économie et de la technologie. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont cherchés partout dans le monde. Quand vous allez aux États-Unis, un ingénieur, par exemple, il est très techno. Il n'est pas du tout aussi généraliste et donc pas du tout aussi apte à comprendre l'impact sur les usages, etc. Mais la question, c'est, est-ce qu'on les garde ? Aujourd'hui, on a une balance des talents qui est très fort à aller chercher dans la francophonie, typiquement une balance internationale des pays d'Afrique et des pays d'Afrique du Nord pour importer des compétences et des talents, et on exporte énormément, alors en Suisse, en Allemagne, et puis aux États-Unis, à Londres, etc. Donc moi, je souhaite bien sûr que les personnes qu'on forme contribuent à développer l'écosystème technologique et économique européen, sur la deep tech en particulier, pour les raisons qu'on a expliquées, et donc ça, c'est très très important. Il faut les garder, il faut leur permettre de faire de la recherche, et tout à l'heure, en préparant, on discutait un peu, je pense que la recherche est de grande qualité en France. La question après, c'est comment est-ce qu'on fait le transfert ? Alors, il y a tout un tas de sujets qu'on va certainement aborder, qui sont la question de la masse critique des investissements, série A, série B, série C. Aujourd'hui, on sait faire. Est-ce qu'on sait faire des séries D ? Est-ce qu'on sait garder des entreprises qui peuvent passer à l'échelle et vraiment être des grands champions européens pour aller concurrencer les grands champions internationaux? Pour moi, c'est vraiment ça le nerf de la guerre et le sujet, donc je suppose qu'on va en parler tout de suite. Alors, moi, j'avais une question pour le docteur Appelbaum. On a une fierté en France
mais qui est peut-être aussi un problème. Et je voulais savoir si c'était pareil pour vous, les Israéliens. C'est que quand on se balade sur les campus de Boston, de Cambridge aux États-Unis, quand on va dans la Silicon Valley, on entend parler français partout. Les meilleurs ingénieurs, qu'ils soient de Télécom Paris ou d'ailleurs, ont tendance à être débauchés par des entreprises américaines qui leur fournissent des salaires très généreux, des packages, des capacités de recherche, des moyens de recherche qui sont incroyablement plus élevés que ce qu'ils peuvent obtenir chez nous. Et moi, je voulais vous demander si c'était la même chose avec les meilleurs talents qu'Israël forme. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, voilà, quel est votre secret pour retenir vos talents? You want me to share all the Israeli secrets here? Vous voulez que je vous dise tout ce qu'il y a à savoir sur Israël, c'est ça? I would like to start Pour commencer, a little bit higher level. J'aimerais partir d'un niveau un peu plus élevé. In order to be competitive, Pour être compétitif, you need to look on the full ecosystem. il faut regarder l'écosystème dans son ensemble. Il ne faut pas regarder seulement le monde académique et se dire si je suis bon en sciences, eh bien mon économie va en profiter aussi et tout le monde va vouloir rester en France. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord et avant toute chose, il faut que le gouvernement soutienne entièrement l'économie, le domaine des technologies, avec des réglementations qui peuvent le permettre. Deuxièmement, il faut des investissements. Des investissements dans des startups justement créées par ces étudiants. Plutôt que de partir à la Silicon Valley, il faut qu'ils puissent rester ici en ayant les capitales nécessaires. Et qu'ils puissent avoir accès à cet argent pour accomplir quelque chose de très complexe. Parce qu'être entrepreneur, c'est épuisant, c'est très difficile. Donc ces personnes doivent trouver les investissements, avoir le soutien du gouvernement. Une fois que c'est fait, les grandes entreprises doivent laisser ces start-up, leur laisser la possibilité de grandir. Ce sera plus simple ainsi. Il est plus simple d'investir dans des grandes entreprises parce que le risque est plus faible. Mais, par exemple, à la Silicon Valley, c'est pareil, on a beaucoup d'étudiants israéliens. Ma femme est venue avec moi, on a passé beaucoup de temps aux États-Unis, 8 ans, plus 8 ans, donc on est resté 16 ans en tout aux États-Unis. Mais ensuite, on est revenu en Israël. Et ce qu'on a appris là-bas, c'est à interagir avec différentes cultures et à parler en anglais. Alors, je ne parle pas français, excusez-moi, mais au moins je parle anglais. On a pu aussi apprendre à connaître d'autres cultures pour ramener le meilleur de tout ça dans notre pays d'origine. Et une fois qu'on a cette expérience, cette découverte, eh bien, on peut, en tant qu'individu, accomplir quelque chose. Et si on fait cet effort, Monsieur ça Gadi, fonctionnera. vous souhaitiez répondre. Est-ce que tous ces ingrédients, on les réunit, nous, en Europe? Alors, j'aimerais donner quelques chiffres très concrets, comme ça vous donnera un peu une idée de à quoi est-ce qu'on fait face. Le PFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, sur un périmètre à peu près équivalent à celui de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc ça veut dire aux alentours d'un peu moins de 10 000 étudiants, 2 000 enseignants-chercheurs, a un budget un peu en dessous du milliard d'euros équivalent. L'Institut Polytechnique de Paris, c'est en consolidé 350 millions. On est dans un rapport de 1 à 3. Après, la vie en Suisse, c'est plus cher. Et sur ces presque 1 milliard, c'est grosso modo 90% de financement public. Donc on voit l'investissement massif que l'État fédéral suisse porte à son enseignement supérieur et sa recherche.
les chiffres aux États-Unis sont encore plus mirobolants. Mais chaque fois que je les cite, on me dit oui, mais c'est les États-Unis, Nicolas, tu peux pas nous comparer. Donc je compare à des voisins, eux, qui sont, alors j'allais dire européens, qui sont, on va dire, presque européens. Deuxième exemple, quand vous êtes faculty, quand vous êtes prof dans une université standard internationaux, on vous demande d'enseigner quelques dizaines, pas plus que 200 heures de cours en général par an, et on vous laisse faire de la recherche. On ne vous demande pas tout le temps de faire de l'administratif, de remplir des dossiers, de remplir des appels d'offres, etc. Aujourd'hui, en France, on estime que les enseignants-chercheurs, qui sont des gens qui sont... typiquement, moi, j'ai des spécialistes mondiaux sur l'IA et qui devraient nous aider à pouvoir développer les solutions de demain. Ils passent en moyenne à peu près 40% de son temps à faire de l'administratif. Je pense que ce n'est pas la manière la plus efficace d'utiliser l'argent public. En même temps, moi j'ai des collègues qui, comme ça a été très bien dit, qui veulent revenir en France parce que par exemple, je ne vais pas rentrer dans la caricature, mais bon, être sur un campus américain, c'est pas toujours aussi facile que d'être sur un campus français. On a un système social qui est quand même très intéressant. Moi, d'une manière très pragmatique, quand je vois un enseignant-chercheur qui a 4 enfants, je me dis qu'on est tout à fait compétitif en France en matière d'éducation, en matière de santé, etc. etc. Donc, la France et l'Europe ont des avantages, mais il y a aussi des choses qu'on doit réussir à franchir. On doit se rendre compte qu'on est aujourd'hui dans une compétition mondiale sur la recherche. Et je suis désolé, mais si on veut gagner la Coupe des Champions, il faut aller acheter, il faut garder Mbappé, etc. Mais il faut aussi aller acheter des joueurs de rang internationaux qui vont nous marquer des buts en finale de la Champions League. Donc, moi, je pense qu'il faut accepter qu'on est dans une logique très concurrentielle et donc dans une logique où on doit aller attirer les meilleurs talents, les garder, leur proposer des packages. Vous avez utilisé le terme package, c'est très important. J'ai dit qu'il n'y a pas que l'argent, mais bon, le package, c'est le salaire, mais aussi de dire qu'on va vous donner de l'argent, des budgets de recherche, on va vous donner de l'argent pour avoir des doctorants, vous allez devoir vous occuper de rien, vous allez avoir votre labo, vos doctorants, les personnes qui vont s'occuper de l'administratif, les chefs de projet, etc. Tout va bien, vous pourrez vous concentrer sur ce sur quoi vous êtes un expert mondial. Ce ne sont pas des gens qui sont des experts mondiaux de l'Excel et du PowerPoint, donc autant leur permettre de se concentrer sur ce qu'ils savent bien faire. Peut-être juste une réflexion qui m'est venue, mais votre comparaison, vous disiez la Suisse est un pays plus comparable que les États-Unis, mais la Suisse, c'est moins de 9 millions d'habitants, de mémoire 8,7. La France, c'est entre 67 et 68 millions d'habitants. Donc on aurait pu s'imaginer un budget un peu plus important pour l'Institut Polytechnique français. Je voulais vous poser la question, Monsieur Micheli, du financement, parce que vous avez un petit peu parlé de cela tout à l'heure. Vous-même, vous avez, chez Data4, eu à lever une grosse somme d'argent. Je crois qu'on parle de 7 milliards d'euros. Vous allez nous donner le montant exact. Et quand vous avez cherché à lever cet argent pour créer des data centers, c'est auprès d'un fonds canadien que finalement vous vous êtes tourné. Et donc j'aimerais votre retour d'expérience là-dessus et votre diagnostic sur la question des financements. Alors, les 7 milliards, c'est notre plan d'investissement sur les 7 prochaines années. On investit à peu près 1 milliard par an en France et en Europe. Alors, c'est un très bon point. Alors, ils sont très sympathiques, les Canadiens, déjà. Après, c'est vrai que c'était très perturbant. On a fait un processus l'année dernière, puisqu'en fait, comme nos besoins d'investissement sont largement supérieurs, il a fallu qu'on fasse un processus pour je dirais, trouver des partenaires qui avaient la capacité à accompagner notre croissance. Bon, c'est assez simple. On a fait un processus. Alors, on était avec AXA et on a consulté à la fois des Européens, des Français, des Canadiens, etc. Ce qui est le plus important pour nous, c'est bien sûr d'accompagner notre croissance. Bon, au début, tout le monde était très excité. À la fin, finalement, c'est effectivement ce Canadien qui a eu la capacité à accompagner notre croissance, mais il y avait 2 éléments clés, en fait. C'était les quantums d'investissement, ces montants, qui étaient quand même très importants, et donc c'est le ticket d'investissement, et ça c'est un des sujets en Europe, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet. Et le deuxième, c'est l'aversion au risque. Très concrètement, au-delà de quelle somme on ne trouve plus d'Européens ?
C'est un bon point. Vous voyez, moi, je dirais que nous, notre transaction est aux alentours de 3,5 milliards. À partir d'1 milliard, tout le monde est excité. Dès qu'on dépasse le milliard, là, vous avez de moins en moins d'Européens. Et bon, alors après, si vous voulez, ça ne change rien. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est un partenaire, encore une fois de plus, capitalistique, qui nous accompagne dans notre croissance. Le siège est à Paris, on a un acteur européen, et notre terrain de jeu, c'est l'Europe. Voilà, et il nous laisse gérer notre entreprise comme on le souhaite, puisqu'en fait, on a une bonne stratégie, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même assez flagrant de voir qu'au début, il y avait beaucoup d'excitation, et puis à la fin, finalement, il n'y avait que des non-européens. Finalement, je dis non-européen, il y avait un ami israélien justement qui était dans les discussions. Bon, Israël est dans l'Europe, mais voilà. Mais donc, si vous voulez, et je reviens effectivement, bien sûr qu'il y a les hommes et les femmes. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, bien sûr. Mais in fine, sur ces sujets ces technologies de rupture, je suis désolé d'insister là-dessus. C'est quand même une question d'investissement. Vous en avez parlé, docteur, aussi tout à l'heure. Regardez le cloud. Prenons le cloud. On a un acteur européen et français qui est merveilleux, qui s'appelle OVH. D'accord ? Mais c'est une superbe société. Mais quand OVH investit 1 euro, ses concurrents américains investissent 100 ou investissent 1000. Et c'est une question. Et donc nous on le voit parce qu'on travaille avec tous ces géants dans la tech. Et on voit bien ces quantums d'investissement, ça n'a rien à voir. Donc vous parliez de Ligue des Champions, je suis tout à fait d'accord, mais dans ces sujets de technologie, parfois j'ai l'impression de jouer vraiment en 2e division face à des champions qui sont vraiment de Champions League, quoi. Alors pardonnez-moi, je vous relance. Comment on débloque cette situation? Parce qu'ici, on veut trouver des solutions, bien entendu. Comment on fait en sorte que le prochain Data 4 puisse avoir en face de lui des interlocuteurs européens quand il va vouloir avoir des investissements qui dépassent le milliard? Alors déjà c'est une très bonne chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même assez intéressant parce que dans les derniers tickets d'investissement qui ont été faits, justement, je reprends ces 2 exemples parce qu'ils sont quand même assez marquants sur le Mistral AI allemand et Mistral AI, donc les 2 gros en fait dans l'intelligence artificielle en Europe. Des industriels sont venus au capital de ces entreprises pour les soutenir, que ce soit Lidl, ce qui est intéressant, Lidl chez Aleph Alpha en Allemagne, ou CMA-CGM, typiquement en France, avec Xavier Niel aussi qui était derrière, etc. Donc déjà qu'il y a des industriels qui commencent à investir, parce que ça va être des récipients en fait aussi de ces technologies, donc qui commencent à investir, c'est une très bonne chose. Ensuite, on parlait de série A, B, C, mais il faut voir beaucoup plus loin. En fait, c'est-à-dire qu'il faut que les fonds d'investissement et les investisseurs européens, aient déjà moins peur, parce que c'est vrai que l'informatique quantique, sans informatique quantique demain, je pense qu'effectivement, on passe à côté de quelque chose. Donc, il y ait moins d'aversion au risque, et tout simplement que les montants investis soient là. On a les capacités, mais il faut que les capacités qui soient fléchées, notamment sur ces technologies-là, on a, si vous voulez, l'argent. Il faut que ce soit fléché de manière plus importante vers ces technologies de rupture. Et donc, prendre plus de risques. D'accord. Je voulais poser une autre question qui m'apparaît fondamentale quand on parle de puissance scientifique et technologique. Aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. Docteur Appelbaum, est-ce que selon vous, l'Europe fait assez pour protéger ces innovations technologiques et scientifiques? Je pense qu'on n'en fait jamais assez. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que la menace est si importante. Nous, et quand je dis nous, je parle de l'Europe, d'Israël et des pays occidentaux comme les États-Unis. Nous avons des valeurs communes, la liberté, mais les autres pays ne sont pas tous d'accord avec nous. Et certains pays, je ne vais pas les citer, mais vous voyez sûrement de qui je parle, ces pays ne respectent pas la démocratie, ne respectent pas ce pourquoi on est prêt à se battre. Dans ces pays, les investissements sont énormes, des investissements de l'État. Et les pays occidentaux
ont tendance à laisser leur technologie, leur production s'exporter dans ces pays. Et c'est aussi quelque chose qui est ressorti pendant la pandémie. On s'est rendu compte qu'on avait peu d'entreprises de fabrication de semi-conducteurs en Europe. On en a une qui est énorme, c'est vrai, mais tout d'un coup, on s'en est rendu compte. Les puces qui sont essentielles pour tout, pour les téléphones portables, pour toutes les communications, pour tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ça est fabriqué dans les autres pays. Pour des questions de sécurité nationale, c'est embêtant. Donc, les entreprises et les gouvernants se sont réveillés et ont décidé de passer des lois sur justement ces puces. C'était le cas aux États-Unis et en Europe pour des questions de sécurité nationale, parce que nous avons besoin de ces technologies, de leur production ici. Et je ne parle pas que des puces, il y a bien d'autres exemples d'éléments stratégiques. Selon moi, si on ne réfléchit pas à grande échelle, à une échelle internationale, on ne devrait pas penser aux États-Unis séparément ou à Israël séparément. Il faut réfléchir de manière internationale et collaborer. Et par exemple, nous sommes fiers de nous dire que Intel a investi plus de 25 milliards de dollars en Israël. Et Microsoft, Google, Apple, toutes ces entreprises sont présentes en Israël. Nous avons plus de 500 multinationales en Israël. Et ça devrait être le modèle. Ça devrait être une collaboration mondiale. Les géants devraient contribuer et les pays démocratiques devraient s'allier parce que la menace est immense. Comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle générative va changer nos vies et va définir qui sera ou non le leader stratégique de notre monde. Et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser Monsieur Glady, je vais vous donner la parole. Peut-être une précision, si vous me permettez, Dr Applebaum. Vous parliez du fait que l'Europe n'a pas d'usine de production de semi-conducteurs sur son sol. Il y a quand même des projets de Global Foundries, Intel en Allemagne et ST Microelectronics en France. Et puis on a ASML en Hollande, qui est le principal fabricant de machines permettant de faire les semi-conducteurs. Il y a quelques atouts malgré tout. Et vous parliez des laboratoires de Microsoft, etc. Je crois qu'on en a aussi sur le territoire français, mais ça, Monsieur Glady pourra nous en parler. Je voulais aussi vous demander, Monsieur Glady, de revenir sur ce que vous m'avez dit en préparant cette table ronde qui est assez connexe. C'est que il y a quelques années, dans le monde universitaire et le monde des grandes écoles d'ingénieurs, finalement, on vivait au temps des bisounours, vous disiez. Il y avait des coopérations sans se poser de questions avec des pays qui ne partagent pas forcément nos valeurs. La Russie, la Chine, on va les nommer. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça a changé ? Alors, d'une manière générale, en matière de géopolitique, il faut bien comprendre à quoi est-ce qu'on a affaire. Télécom Paris, en fait, en 2020, on avait eu l'idée de lancer un observatoire technologie et souveraineté numérique. Et donc en 2021, on l'a lancé sous le patronage de notre ministère de tutelle, qui, un an après, a pris l'idée de souveraineté numérique dans son intitulé. C'était amusant. Et on a fait cet observatoire avec Thales, EDF d'ailleurs, qui nous invite aujourd'hui, Renault, plusieurs acteurs, Orange, etc. Et très rapidement, on s'est rendu compte que la manière dont on voyait l'objectif à atteindre, c'était l'interdépendance. C'est-à-dire que dans un monde globalisé, on ne peut pas penser autarcie, mais on ne peut pas non plus être complètement dépendant dans ces filières d'approvisionnement ou ces filières technologiques d'un pays en particulier qui peut à ce moment-là, à tout moment, complètement couper une économie ou un système. Et donc, il y a cette idée d'interdépendance qui nous permet d'un peu de faire « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Et du coup, on peut avancer ensemble. Dans le cas spécifique de la recherche, c'est encore plus compliqué, je pense, parce que ceux qui n'ont pas vu le film Oppenheimer, je vous invite à aller le voir. En tant que directeur de centre de recherche, c'était particulièrement intéressant pour moi. En plus, on travaille beaucoup avec le secteur de la défense et de l'armée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que ça a marché, ce projet incroyable ? On a des chercheurs, des ingénieurs, des mathématiciens du monde entier
du monde entier qui se sont réunis. Et c'est ça la recherche. Fondamentalement, la culture de la recherche, c'est l'ouverture à toutes les idées, les plus disruptives qui soient. On adore ça, des gens qui viennent avec des profils très différents et qui remettent complètement en cause les choses, donc des gens qui sont en dehors du système. Et puis il y a l'armée, je ne sais pas si le personnage joué par Matt Damon qui passe son temps à courir derrière Oppenheimer en lui disant « fais pas n'importe quoi avec les budgets que je te donne et avec le projet », parce que l'armée justement, ils sont dans une logique de défense et donc de secret, et donc de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, etc. Et c'est cet équilibre très difficile à trouver qui fait que ça a marché. Aujourd'hui, donc, dans le passé, moi, j'ai effectivement connu une époque où on ne parlait pas de géopolitique dans la recherche en général. Hein. Très peu, très peu. On avait vraiment cette idée qu'on était dans une grande mondialisation, la fin de l'histoire, tout ça, et que on allait faire des UKID, pouvoir tous travailler ensemble sans aucune limite. Et puis, ce qui s'est passé assez récemment, et on s'est rendu compte que non, la géopolitique c'était très important. Il y a certains pays effectivement qui ont des velléités malfaisantes à notre égard. Et donc, la question de la protection de notre recherche, de notre pays est très importante. Et c'est difficile pour nous parce que dans l'académique, nous, on passe notre temps à recruter les meilleurs au monde. C'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, a priori, on ne se demande pas de quel pays il vient, avec quel background, etc. Mais maintenant, la réalité nous rappelle à l'ordre et on doit le faire d'une manière systématique. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. On disait sans risque, pas d'innovation. Moi, j'ai envie de dire sans ouverture, pas d'innovation non plus. L'ouverture, c'est quelque chose qui nous permet de faire de la créativité. Mais aujourd'hui, sans protection, là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, et ça peut être très, très, très dommageable. Donc moi, je me souviens d'avoir discuté en particulier avec un grand représentant de l'État, de la DGSE, qui fait parfois les choux gras des médias aujourd'hui. Et je disais, on peut pas faire la ligne Maginot, de croire qu'on va tous protéger derrière une ligne infranchissable, ça a toujours raté. Mais par contre, on ne peut pas tout ouvrir. Et donc, c'est cet équilibre-là qui est particulièrement difficile à trouver. Olivier Micheli, je rebondis. Donc, vous êtes présent, évidemment, dans les data centers, on l'a dit. Et les centres de données, là aussi, se posent la question de leur sécurité, de leur sécurisation face aux risques cyber, aux risques d'espionnage. Est-ce que ce sont des risques qui, selon vous, en Europe, sont assez pris au sérieux ? Je pense. Alors, on a différents types de data centers, parce que, mais je vois avec mes homologues, je dirais que la sécurité physique et logique sont des sujets de tous les jours. Parce que vous avez beaucoup de data centers qui sont systémiques, c'est-à-dire que vous avez à la fois des entreprises publiques, privées, et ce qui se passe... En fait, un data center, si vous voulez, c'est pour vulgariser un peu, c'est vraiment ce qu'on appelle la maison du numérique et le carrefour du numérique, c'est-à-dire que c'est là où tout se passe, quoi. Après, ça passe par des télécoms, bien sûr, mais c'est dans les data centers, en fait, nos usages digitaux se passent et nos données sont hébergées dans les data centers, à la fois des citoyens, des collectivités locales et bien sûr des entreprises. Donc, si un data center ne fonctionne pas, vous comprenez bien que tout notre environnement numérique ne fonctionne pas. Donc, on travaille à la fois sur la sécurité physique. Donc nous, par exemple, pour arriver dans une salle machine, vous avez 7 niveaux de sécurité. C'est pour ça que souvent les gens ils arrivent et disent « Ah, c'est un peu Fort Knox chez vous ». Bah oui, mais en fait, en même temps, on ne veut pas que n'importe qui rentre dans les salles machines. Et après, le vrai sujet, c'est pas le vrai sujet, mais l'autre sujet, c'est la sécurité logique. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'il y ait des attaques cyber. On peut avoir des attaques cyber, mais on veut que personne puisse pénétrer sur les salles machines, nos salles machines et les salles machines de nos clients. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle une approche par cloisonnement, où en fait les différents réseaux sont hermétiques et ne puissent pas être connectés, comme ça personne de l'extérieur puisse accéder. Donc je dirais, quand je vois mes homologues dans d'autres entreprises, bien sûr, c'est un sujet qui est très présent. Et bien sûr, et chaque année, alors chaque année, on le voit bien, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est exponentiel, mais chaque année, c'est de plus en plus complexe. Chaque année, il y a de plus en plus d'attaques, et chaque année, il faut être de plus en plus vigilant. Donc, parce que tout simplement, la donnée, en fait, sans données, aujourd'hui, plus aucune entreprise ne fonctionne. Et puis, regardez, vous passez plus de temps en général, malheureusement, et c'est un autre sujet, ça, sur votre téléphone qu'avec votre femme ou avec votre mari, avec vos enfants.
Donc, en fait, personne n'arrive à se passer de son téléphone. Et donc, c'est pour ça que nous, notre job, c'est bien sûr de s'assurer que les data centers fonctionnent tout le temps. Maintenant, est-ce que tous les data centers en France, en Europe et dans le monde sont tous ultra sécurisés? Ça, je ne sais pas. Rassurant? Non, mais je ne peux pas vous répondre. Voilà. En tout cas, nous, on s'y attache. Docteur Appelbaum, si vous me permettez, je voulais parler avec vous, et on va en parler tous ensemble, du sujet de la régulation. Il se trouve qu'on est, et on en parle en permanence ici sur le plateau de Saclay, à l'aube d'une révolution, celle de l'intelligence artificielle. Tout est à construire encore, même si certains champions ont d'ores et déjà émergé. Et l'Europe a décidé de réguler avant tout le monde. C'est souvent le cas d'ailleurs. Les Européens aiment faire de la législation, aiment édicter de nouvelles normes. Et moi, je voulais recueillir votre point de vue d'observateur israélien, scientifique, qui plus est, sur cette volonté européenne de réguler très rapidement un sujet novateur qui est l'intelligence artificielle. I think that AI, as I said, is going to change our life. L'intelligence artificielle va complètement changer notre vie. Et il faut que ce soit régulé. Vous ne pouvez pas laisser le monstre nous contrôler. On ne peut pas laisser l'intelligence artificielle nous contrôler tout. On ne devrait pas s'inquiéter qu'il y ait des régulations qui soient mises en place de l'IA. Parce que dans chaque élément que nous avons toute révolution industrielle, il y a toujours des régulations qui viennent avec. C'est des législations, c'est normal. Donc, vous pouvez vous poser la question, doit-on réguler, ne doit-on pas réguler? Mais chaque élément qui est arrivé dans nos vies, les régulateurs, les législateurs doivent être impliqués, c'est obligatoire. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut une régulation qui octroie de la possibilité et qui ne ferme pas les choses. Il ne faut pas empêcher les bons de faire de bonnes choses pour améliorer les services, la vie, meilleurs services de santé, etc. Moi, mon observation, c'est que la régulation européenne sur l'IA est allée beaucoup trop loin et ils ne permettent pas les choses de se faire. Et ils ne donnent pas, si on regarde la régulation américaine et la régulation européenne, et les Européens étaient vraiment compliqués. Et ils ont peut-être fermé des opportunités. Il y a des startups qui ne vont pas pouvoir se créer à cause de cela. Bien sûr qu'il faut de la régulation, je suis d'accord, mais il faut que cette régulation garde des portes ouvertes tout de même. Et les régulateurs doivent être flexibles pour pouvoir avancer, parce que les régulateurs, l'IA générative va arriver, va proposer de nouvelles opportunités, et il faudra réguler cela également. Donc la régulation, ce n'est pas une chose qui arrive à un seul moment. Il faut évoluer au fur et à mesure que la technologie évolue. Et il va falloir s'adapter. Mais il va falloir laisser la possibilité à l'innovation d'avoir lieu. Et il ne faut pas la tuer dans l'œuf. Bien sûr, il y a les valeurs de la démocratie, la valeur de l'outil, la valeur de la vie privée. Ce sont des valeurs qu'on ne peut pas compromettre. Mais outre cela, il faut aussi donner un peu de lest. Et selon moi, la régulation sur l'IA aujourd'hui devait être gérée comme quelque chose de manière plus globale. Je ne sais pas, par exemple, comme les Nations Unies. Et je pense que l'Europe et les États-Unis devraient se retrouver sur un point commun et ne pas travailler de manière unilatérale. On va ensuite faire une séance de questions-réponses, mais juste avant ça, je voudrais la réaction de nos deux autres invités, Monsieur Micheli et Monsieur Glady, sur cette question très importante qu'a soulevée le docteur Appelbaum. Est-ce que la régulation telle que l'a conçue l'Union européenne sur l'IA est de nature à étouffer l'innovation? Bon, alors,
Je vais revenir dessus par rapport à la question qui était posée. Est-ce que l'Europe est une puissance technologique qui innove? Oui, l'Europe est une puissance technologique qui innove. On innove. Mais on innove autant que les États-Unis et autant que nos amis asiatiques et chinois. Mais je pense qu'on innove un tout petit peu plus que les autres en termes de réglementation. Et la réglementation, docteur, vous avez raison, c'est important. Non, mais c'est important de définir un cadre, des règles, effectivement. Sur l'IA Act dont on parle, moi je pense que ça crée des peurs, l'intelligence artificielle générative, effectivement, puisqu'en fait c'est des systèmes, si vous voulez, c'est pas du copier-coller, c'est-à-dire qu'il y a de la création, il y a des langages d'apprentissage, etc. Et donc il faut un cadre. Cela étant dit, je trouve qu'on a tiré un peu vite. On a tiré un peu vite parce que je pense que ce serait intéressant de voir les cas d'usage et d'avoir une approche plus pragmatique, de laisser ces cas d'usage et en fonction des déviances, si vous voulez, de réglementer. D'avoir une approche, ce que j'appelle plus pragmatique, où je suis sûr que nos amis, peut-être israéliens, américains et certainement chinois, ont cette approche-là de se dire, laissons les cas d'usage, définissons un cadre quand même global, mais d'avoir cette CIA Act, où vous devez avoir une documentation extrêmement fournie, qui est en 4 niveaux et qui est encore une fois de plus une approche réglementaire par le risque. J'ai juste peur que, si vous voulez, nos champions qui sont venus et qui sont en train de se créer se retrouvent dans un terrain de jeu qui soit trop contraint et qui soit obligé de partir après parce que c'est trop contraint. Monsieur Glady, votre sentiment, est-ce que l'Europe s'est tiré une balle dans le pied face à la Chine et les États-Unis avec cette réglementation ? Alors, à l'Institut Polytechnique de Paris, le sujet de l'IA pour nous est très important, et en particulier dans une logique orientée pour le développement de l'économie, puisqu'on a créé aussi High Paris avec HEC, où l'idée est vraiment de voir comment l'IA peut aider le business et la société en général. Et à Télécom Paris en particulier, on a mis en place une charte de l'IA, parce qu'en fait, on sait que l'encadrement permet la création, permet le développement. Parfois, quand les gens ont peur, et je pense que c'est le cas aujourd'hui sur l'IA, si ça n'est pas encadré, en fait, ça limite le développement. Moi, de ce que je vois, on l'a bien analysé, en particulier avec tous les travaux de Winston Maxwell, professeur à Télécom Paris là-dessus. Que fait cet AI Act? En fait, il est plutôt assez proche de la posture américaine, donc je suis assez surpris de ce que j'ai entendu juste avant. Moi, je trouve qu'en fait, c'est très convergent. Et l'important, c'est de laisser l'innovation, mais d'encadrer les usages. Et moi, je suis plutôt confiant. Je trouve que ce qui a été fait est plutôt équilibré. Je pense qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Effectivement, il ne faut pas toujours avoir peur du risque. Et j'ai envie de dire même chose par rapport à la régulation. Cet encadrement me paraît une bonne chose parce qu'il va permettre en fait d'avoir une base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour continuer à travailler. Je vous remercie pour tout ça. Je vous propose qu'on passe maintenant à la séance de questions de la salle. Merci beaucoup pour votre intervention. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de questions dans la salle. Nos hôtesses et hôtes vont venir vous voir. Pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît, comme ça on vous identifie bien. Qui va prendre la parole en premier? Ça va être à vous, monsieur. J'ai gagné. Bon, je représente la Commission européenne. Je suis évaluateur externe pour H2020. Également pour le Green Deal, et je suis à portée de baffe en plus, donc ça tombe bien. Ma question, je vais aller directement à ma question. Qu'est-ce que vous attendez de la Commission européenne? Voilà. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses sur la régulation. Alors, ce que je peux témoigner, j'ai examiné jusqu'à présent une 60aine de dossiers d'intelligence artificielle. Et j'ai eu à monitorer, c'est le terme européen, on a nos termes, j'ai eu à monitorer, c'est-à-dire à regarder après un an ce que ça donne sur 3 sociétés. And in fact, one from Israel. Thank you very much for your comments regarding the Israeli companies. It's wonderful what you are doing. Well, dans tous les cas, dans ces 3 cas particuliers, ça s'est très bien passé. Depuis 3 ans, depuis 2 ans et demi, j'utilise les prémices de l'Intelligence Artificial Act. Bon, en plus, c'est un Français, Thierry Breton, qui était à l'origine de cela. Bon, ça se passe bien. Donc, du point de vue régulation, moi, je suis prêt à discuter de ça. De mon expérience, ce n'est pas sur le chemin critique qu'on s'en tire et c'est nécessaire. Voilà. Donc, moi, je me retourne vers vous, messieurs. Les jeunes start-upers français ont fait beaucoup de progrès. Vous savez, la France est sortie première
ce qui est une grande première, j'ai envie de dire, on est toujours un peu en retard, sur le financement des startups pour le cut-off, encore un terme européen, de juin dernier. Bon, y compris pour les pétaflops, je ne connais rien du tout là-dedans, hein, mais donc on est bien placé. Bon. Donc, en quoi la Commission européenne pourrait vous aider pour être mieux connue et pour être mieux vue, hein, pour être mieux vue. Moi, quand j'arrive à Bruxelles, les remarques de mes collègues, c'est « Tiens, un Français !» Il n'y a pas de Français d'experts qui sont candidats à travailler avec la Commission européenne. Il n'y a pas de Français qui sont experts dans les groupes de réglementation. Mais là aussi, faites quelque chose ou demandez quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Oui, il y a aussi une offre d'embauche, visiblement. Monsieur Glady ? Très rapidement, pour moi, c'est très clair. Dans le monde académique, on veut de la simplicité, pas de changement de cap. La recherche, c'est le temps long. Si on change de cap tous les 4 ans ou tous les 5 ans, c'est complètement délétère et destructeur pour la recherche. Donc quelque chose où on a une vision, et pour ça, moi, je dois saluer quand même le travail du commissaire Thierry Breton, parce que pour le coup, c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien le numérique. Une vision qu'on installe dans la durée et qui permet aux chercheurs de travailler. On cite toujours le général de Gaulle, hein, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, hein, mais il avait rajouté, si vous lisez le texte, il avait rajouté, il faut les laisser faire leur gamme, il faut les laisser travailler. Et pour moi, c'est très important, il faut laisser la recherche travailler dans le temps long, et donc simplifier et clarifier. Olivier Micheli, qu'est-ce que vous attendez de la Commission européenne ? Bon, déjà, je salue le travail fait par la Commission européenne. Nous-mêmes, au niveau des data centers, on a des associations professionnelles nationales et on travaille au niveau européen, notamment avec le commissaire Breton, sur différentes directives liées aux data centers, la consommation des data centers, etc. Donc, et on a plutôt un travail collaboratif très, très bon. Non, moi, c'est le principe de subsidiarité que je trouve qui est important. C'est-à-dire que c'est très important, c'est très bien que la Commission européenne puisse centraliser des directives, ça redescend, mais après que tout ne soit pas décidé au niveau de la Commission européenne, qu'aussi au niveau national, que les États puissent travailler sur leurs propres projets au niveau national sans que l'Europe l'utilise. Et puis après, s'en mêle. Et après, c'est le sujet que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire que, et c'est c'est la présidente actuelle qui l'a même reconnu, qu'il y avait peut-être un peu trop de réglementation. Donc je dirais un travail simple, comme on fait, je suis désolé, hein, dans les entreprises, c'est-à-dire on rebalaye tous les processus, hein, toutes les réglementations, et est-ce qu'elles font toutes du sens, est-ce qu'elles sont toutes cohérentes les unes avec les autres, et comment on peut rajouter un peu de simplicité, tout simplement, mais je suis très positif, la Commission européenne fait un travail magnifique, et on travaille très bien avec la Commission européenne. Bon, nous ici, c'est un peu le contraire de la recherche. On n'a pas le temps long. Je vois qu'il reste que 2 minutes au chrono. Le temps juste pour prendre une dernière question, j'imagine, un monsieur là-bas. Walid Jarrah, ingénieur-chercheur à la R&D d'EDF, ici même, sur la physique des réacteurs nucléaires. Déjà, je suis complètement d'accord sur les semi-conducteurs. Si le pétrole est le sang de l'économie, les semi-conducteurs en sont le cerveau. Vous avez dit que si un pays voulait rester au premier rang, il devait maîtriser l'informatique quantique, l'IA. Est-ce que vous ajouteriez à ça l'énergie nucléaire par fission et par fusion? Et une question pour Data 4, est-ce que vous envisagez une cotation en bourse? Alors, je ne répondrai pas à la dernière question. Pas okay. la question. Dommage. Alors, on laisse le docteur Appelbaum répondre à la première question. Merci. J'aimerais, j'ai une demande à la Commission européenne avant cela, qui est fréquemment, et disons tous les 2 ans, de rencontrer les personnes de l'industrie avec les différentes entreprises qui viennent de différents pays, pas seulement l'Europe, et écouter quelles sont les critiques, quelles sont leurs demandes, qu'est-ce qu'ils pensent qui devrait être changé. Et la raison pour laquelle je vous dis cela, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ouvert, c'est parce que la technologie va tellement vite que les décisions que vous avez prises il y a 3 ans, peut-être ne sont plus du tout applicables 2 ans après.
Donc, si la Commission européenne était prête et ouverte à avoir des rencontres régulières avec l'industrie et à les prendre en compte ce que les entreprises ont à dire, je pense que ce serait très utile. Et sur la question sur la fission nucléaire, Dr Appelbaum, est-ce que vous avez... La fusion, pardon. Est-ce que vous avez entendu la question de ce monsieur sur la fusion nucléaire? Le nucléaire. Nuclear fusion, typically, it's huge. It's bigger than this house. C'est plus grand qu'ici. Non. Et ce n'est pas si efficace que ça. Là, une petite entreprise en Israël, qui fait qu'on peut le mettre sur un camion, la fusion sur un camion. Est-ce qu'on peut l'utiliser demain? Non, on ne pourra pas l'utiliser demain. Mais c'est un nouvel effort que j'aimerais voir plus. J'aimerais plus de coopération mondiale dans ce domaine, plus d'investissements faits dans ce domaine également. Je pense que dans quelques années, on va avoir des vrais progrès. Mais pour le moment, il y a d'autres technologies qui sont, je pense, plus prometteuses pour... Mais je ne mettrai pas mon argent ou l'investissement d'un pays dans la fusion nucléaire. Pas pour moi. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Cette conférence touche à sa fin. Merci à nos trois invités. Merci à vous, Olivier. Merci pour vos questions. J'en profite également pour remercier l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris pour leur soutien. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Paris-Saclay Summit. À tout de suite.